moi, de toute manière, j'ai participé peut-être pas tous les rendez-vous auxquels elle a été, mais donc kiné périnatal, je pense que c'est là que j'ai appris les massages. Oui, Euh, et donc, voilà, enfin, les massages massages. sont extrêmement bien pour les zones de tension, hein. Oui. Euh, et, et donc, ça, c'était un bon support pour Andrea. Euh, on a eu des rendez-vous avec des sages-femmes aussi. Oui. Ça, c'était bon, en préparation à l'accouchement, donc déceler les, euh, les contractions, bah, pour effectivement savoir quand aller à l'hôpital ou pas. Ouais. Euh, Et de préparation au quatrième trimestre ah, avec la prépa. sage-femme. Tout à fait, tout à fait, tout à Ouais. fait, tout à fait. Et donc voilà, ça c'est l'accompagnement que j'ai fait. Et bon ben, sinon j'étais pas présent à tous les autres rendez-vous, mais cela allez, c'était le minimum à faire pour pouvoir accompagner. Alors moi je m'appelle Andrea, j'ai 35 ans et je suis en ce moment consultante chez la Liga de football professionnel. Donc je représente la Liga de football professionnel espagnol dans le marché Benelux, et donc basée ici à Bruxelles. Et on a une petite fille de 15 mois maintenant. Alors moi je m'appelle Kevin Tuami. Je travaille en tant que consultant en informatique, chef de projet, Scrum Master, bref. Je suis avec Andrea depuis plus de 8 ans maintenant. Et donc, petite fille de 15 mois qui est née en avril 2023. Euh, et avec son lot de plaisir et de difficultés. Ok, alors nous on cherchait pas du tout parce que d'ailleurs moi j'ai des ovaires polykystiques, je sais que je les ai depuis que j'ai 17 ans. Et donc, dans une des dernières consultations qu'on a eues avec la gynécologue, un peu avant notre mariage, elle nous a dit bon, tu as les ovaires polykystiques, tu n'ovules pas. Donc, le moment où vous chercherez un enfant, il faudra venir vers moi. Je vous donnerai un médicament pour provoquer l'ovulation. Et si au bout de 6 mois, 1 an, avec cette médication, tu tombes toujours pas enceinte, là, on pourrait regarder d'autres alternatives. Ce qui fait qu'on s'est dit, bon, vu qu'on se marie cette année dans quelques mois, je vais arrêter déjà la pilule. Comme ça, je commence déjà à adapter mon corps au cycle naturel. J'avais commencé à me renseigner d'ailleurs par rapport aux ovaires polykystiques. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire niveau nutrition, donc alimentation, également des vitamines, du sport spécifique pour tout ce qui est ovaires polykystiques qui donc facilite la fertilité. Donc je comptais mettre en place une fois on allait se décider d'avoir un enfant. Euh, mais je suis tombée enceinte bien plus tôt que prévu. On faisait pourtant bien attention lors de l'ovulation, mais vu que j'ai des ovaires polykystiques, j'ai des cycles complètement irréguliers. Depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai pas eu un seul cycle pareil. J'ai ovulé un jour 29 du cycle. Bref, ce qui fait qu'elle est arrivée bien avant que prévu et que d'ailleurs je suis tombée enceinte en 6 mois au lieu de un an et demi, 2 ans qu'on prévoyait. Donc voilà, tout ça pour dire que même si vous avez des ovaires polykystiques, ça ne veut absolument rien dire. Et de toute façon, de tout ce que j'avais lu, il y a énormément de façons de faire naturelles pour pouvoir prévoir une grossesse totalement naturelle. Donc j'ai eu la chance d'avoir une super grossesse. Je crois que premier trimestre, fatigue et un peu de nausée, mais que j'ai mis complètement de côté parce que j'avais le mariage, donc mon focus était mariage. Et j'ai un peu oublié ces symptômes parce que je ne voulais pas en entendre parler. Et deuxième trimestre et troisième trimestre, super bien. J'ai eu diabète de grossesse, donc quand on m'a fait le test 20e semaine. Mais bizarrement, je l'ai très très bien vécu. Déjà, je ne suis pas une personne de sucré, mais plutôt de salé. Mais en plus, je voulais pas m'injecter de l'insuline. Et donc, j'ai décidé de suivre le régime très strictement. Euh,
Et ce qui fait que j'ai pas pris beaucoup de poids et que finalement, en plus, c'était un relativement petit bébé, qu'elle est arrivée à l'avance et l'accouchement s'est très très bien passé. Peut-être justement parce qu'elle est arrivée à l'avance, qu'elle faisait 2,9 kg, enfin je crois que c'est un bébé petit ou normal, donc il n'y a pas eu trop de soucis. Et voilà, donc très, très bon accouchement. Alors, moi de mon côté, j'ai trouvé que en fait André a bien géré ça. Euh, donc enceinte, organisée, elle s'est bien préparée. Elle nous a bien préparés parce qu'elle m'a préparé aussi. Et donc comment moi je l'ai vécu, c'était relativement positif. Il y avait des hauts et des bas, hein, bien sûr. Mais un des éléments qui m'a un peu chamboulé, c'est que lorsqu'on avait des rendez-vous avec la gynéco ou avec des auxiliaires médicaux, avec des assistants ou alors sages-femmes, parfois on avait des informations qui n'étaient pas les mêmes d'un auxiliaire médical à un autre. Et donc, par exemple, la gynéco qui nous disait que c'était important de se vacciner pour donner une certaine immunité à l'enfant, mais que moi aussi je devais me vacciner. Mais par contre, d'autres amis, d'autres gynécos qui leur disaient autre chose pour d'autres vaccins. Donc, il y a, je ne sais pas si c'est un cafouillage, mais en tout cas, il y a une ligne directrice qui n'est pas suivie par tout le monde, et ça, c'est dommage. Et donc, on ne sait pas vraiment qui a raison ou qui a tort. Bon, ça m'a un peu chamboulé. Sinon, le reste de l'expérience était plutôt positif, bien accompagné, suffisamment d'aide et suffisamment de personnes dans notre entourage qui étaient déjà passées par là pour nous conseiller. Alors, en termes d'imprévus, c'est vrai que nous, on avait mis beaucoup de choses en place pour se préparer. Donc on avait une liste d'objectifs, de tâches à faire à la fin de chaque trimestre. Et le dernier trimestre, donc les derniers jours, parce qu'on s'était fixé sur la date butoir, hein, que la gynéco nous avait dit, bon, la fille, votre enfant va arriver à telle date. On s'était dit, bon, parfait, 3 semaines avant, on termine la chambre, et ensuite, on prend du temps. Moi, je fais une pause au boulot, et je prends du temps pour passer les derniers moments à deux avec ma femme. Il s'avère que... Pour se reposer. Et pour se reposer, bien sûr. Il s'avère que notre fille en a décidé autrement, et elle est arrivée 3 semaines plus tôt, juste au moment où on était censé faire cette pause et se reposer. Donc on arrivait le jour de l'accouchement avec des cernes et beaucoup de fatigue, sans repos, et ensuite on a pris les choses comme elles venaient, et on a pris nos responsabilités et on a assumé. Ouais. Voilà. Okay, ouais. Comme quoi, même si on planifie tout, hein, on ne peut pas tout prévoir. Il faut s'adapter à tout ce qui arrive différemment. Et pour moi, je dirais le plus gros challenge, j'ai vraiment préparé le post-natal, le post-accouchement, le fameux 4e trimestre, que je crois, en tout cas moi, c'est celui qui me faisait le plus peur. Parce qu'il disait aussi c'est celui où on nous prépare le moins, oui, c'était un peu, t'es plus seul, finalement c'est toi, ton mari et le bébé à la maison, et c'est à vous de vous débrouiller parce qu'elle est déjà là. Et donc j'avais vraiment bien préparé, d'être bien entourée, que ce soit donc, en Belgique avec la famille de Kevin. Après, dès qu'elle a eu 2 mois, on a voyagé chez mes parents en Espagne. Ils vivent aussi en ce moment à Rabat au Maroc. En août, j'étais là-bas avec de l'aide, des nounous. Enfin, j'avais ma mère et mes parents qui cuisinaient pour moi.
tout était parfait. D'ailleurs, j'ai vécu un super postpartum. J'ai vraiment profité, je crois que de la petite. Moi, j'ai pris 6 mois avant de reprendre le boulot. Donc, à 6 mois, elle a commencé la crèche et moi, j'ai repris le boulot. Et en fait, je crois que c'est là que j'ai eu le postnatal. Oui, c'est là où tout a commencé. Où j'ai pas très bien compris, que ce soit niveau émotion, je comprenais un peu pas trop. Je sais pas si c'est parce que j'étais de retour au travail, c'est parce que la petite a commencé la crèche et elle allait à la crèche et au bout de quelques jours, elle était malade. Donc, fallait aussi prévoir. Donc normalement tu prévois la crèche pour qu'elle passe la journée et toi tu fais ce que tu as à faire de travail, tes réunions, tes voyages, etc. Et ben non, là il y avait aussi tous les imprévus de tous les jours qu'elle était malade, qu'il fallait aller aux urgences, au pédiatre, etc. Bref, et donc c'est là que ça m'a touchée et que ça m'a complètement déstabilisée. Et je crois que je commence à gérer maintenant. Alors, face à la grossesse, nous, en tant qu'hommes, enfin, je parle principalement pour moi et bon, bah, les quelques personnes de mon entourage, on ne sait pas réellement comment s'impliquer parce qu'on a relativement peu de ressources qui s'adressent à nous. Euh, et même quand on s'implique, hein, on participe aux réunions avec que ce soit gynéco ou sage-femme, bah, des fois on est, enfin, on sent qu'on ne s'adresse pas à nous, hein, qu'on s'adresse à la maman, etc. Donc il se peut que parfois on ne sache pas comment se positionner. Et donc, une chose que André a fait de bien, c'est qu'elle m'a offert un livre. Un livre pour savoir bon, voilà, comment gérer face à ces émotions qui changent et quelles tâches je peux anticiper durant la grossesse. Bon, j'avoue, j'ai pas lu l'entièreté du livre, mais j'ai lu suffisamment que pour la soutenir et l'aider. Maintenant, ce qu'elle a fait, une chose que tu as faite de bien, c'était créer une liste de tâches à réaliser par trimestre, hein, en préparation à l'arrivée de la petite. Et cette liste, bon, ben, on faisait un check à la fin de chaque trimestre. À l'approche du dernier trimestre, c'était quasiment chaque semaine ou chaque 2 semaines qu'on vérifiait où on en était. Et donc, ça, c'était en tout cas une manière pour moi de la soutenir, de réaliser des tâches pour alléger sa charge de tâches ou charge mentale euh, et, euh, et de la soutenir aussi émotionnellement parce que ça avait un poids. Tu veux rajouter autre chose? Peut-être un bon point de vue. Mais non, moi, effectivement, en tant que peut-être control freak, non, quelqu'un qui a besoin de contrôler un peu toute situation, la grossesse étant une d'elles, ce que je savais, c'est que je ne voulais pas le vivre seule. Et donc aussi en tant que peut-être féministe, en plus je travaille dans le monde du football, du sport, où j'essaye que ce soit de plus en plus égalitaire. Je me disais que même si moi je porte ce bébé, lui il va le vivre avec moi. Le bon, le mauvais, tout, je vais essayer de tout transmettre pour qu'on le vive ensemble, parce que finalement je ne veux pas être la seule à le vivre. Les deux choses, hein, le bon et le mauvais. Et donc j'ai acheté ce livre, d'ailleurs un des peu que j'ai trouvé, effectivement destiné au papa. Il n'y en a pas beaucoup, et en plus c'est un livre écrit en anglais par un auteur américain. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, toutes les séances possibles avec la kiné périnatale ou la sage-femme, je leur disais bien toutes celles où Kevin puisse assister, que ça puisse aider lui pour m'aider moi, ou pour que lui il vive un peu plus la grossesse et l'accouchement, dites-moi. Et donc il me disait bien, la prochaine séance vient avec lui, ce sera intéressant pour lui, où il doit savoir tout ce qui était lactation, non, on dit en français aussi. Ça, par exemple, ils m'ont dit, il peut venir, mais pas nécessaire. Bref, ce qui était bien, c'est qu'il était ouvert à tout faire, finalement, tout ce qu'on lui a conseillé de faire pour aider. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je crois que
enfin, même à cause de tout ça ou avec toute cette préparation, j'ai vraiment réalisé vers la fin, quand une amie m'a donné un conseil qui m'a un peu changé la perspective, parce qu'elle m'a dit, en tout cas, Andrea, sache que les 9 mois du papa commencent le jour où le bébé est né. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai et c'est un bon conseil. Et surtout, un bon conseil pour les 9 mois suivants. Parce que justement, je crois qu'on a 9 mois de marge, la femme, juste parce qu'on porte le bébé. Et ça nous prépare mentalement depuis le moment où il y a on dit conception, non? Alors que eux, c'est vraiment le moment où ils ont le bébé dans les bras que ces 9 mois commencent. Et donc aussi pour avoir la patience des 9 mois suivants. Voilà. Ok. Mais alors moi, je crois, ce qui m'a un peu choquée, c'est peut-être, je ne sais pas si par l'industrie dans laquelle je suis ou le cadre professionnel dans lequel je suis également, mais le fait qu'on attend de nous, et là je dis on dans le sens, je crois que la société, et du coup peut-être que nous-mêmes on se met la pression, et maintenant en regardant avec du recul je me dis pourquoi, mais je me disais juste avant de prendre mon congé de maternité, fais un maximum jusqu'à la fin, parce que après tu seras parti et tu sais pas pendant combien de temps. Normalement c'est les semaines donc légales mises en place, donc qui sont pas beaucoup, mais qui sait peut-être que un peu plus, un peu moins, et que si tu peux prolonger avec des vacances, etc. Mais bref, je m'étais un peu mis la pression de faire un maximum les derniers mois, qui sont justement les mois où tu te sens le moins bien, enfin tu es la plus lourde finalement, physiquement tu es complètement différente, et où tu t'approches de plus en plus à l'accouchement, qui je crois est un épisode qui nous fait peur à toutes les femmes en général, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, donc tu as d'autres inquiétudes. Je crois que même mentalement tu es beaucoup plus dans cette dernière phase de grossesse et début d'accouchement que dans le travail, et pourtant tu te mets la pression de faire non seulement ce que tu faisais avant de tomber enceinte, mais beaucoup plus, que ce soit plus de voyages, plus de travail, et maintenant avec du recul je me dis c'est complètement en opposition en fait avec ce qu'on a besoin ces derniers mois de grossesse. Et après en plus aussi le retour, donc moi je me suis permis de prendre un peu plus de temps, et je me suis sentie très coupable après, et j'ai même senti un peu qu'on me reprochait avoir pris autant de temps, que ce soit des collègues ou même des N+1, etc. Mais tu sens que c'est pas très bien vu si tu prends plus de temps de le légalement accorder. Pour moi ce serait ça. Ouais. Moi, j'ai un tout autre coup de gueule, hein. Alors, Andrea, elle a choisi son équipe médicale, hein, avec laquelle elle allait travailler, dont une gynéco, vu qu'Andrea est espagnole, la gynéco est espagnole aussi, donc ils ont une certaine proximité qui s'est créée automatiquement, déjà par la langue, et, dans ce choix, il y avait la question de la communication, la question de la proximité, et aussi de la méthode de travail qui était importante pour Andrea. Et je me suis rendu compte, en fait, en étant présent dans ces rendez-vous, que la question de la proximité, de la langue, de la communication, c'était déjà une barrière pour moi, et de la méthode de travail. Donc, Andrea préférait to the point, et donc avoir moins d'informations, et ce qui ne me convenait pas, parce que étant déjà étranger à la situation, ayant déjà peu d'informations par rapport à la grossesse, moi ce que j'attendais c'était exactement l'opposé, et c'est ce que je n'ai pas retrouvé dans ces rendez-vous. Donc c'était des rendez-vous un peu frustrants par moment, et donc ça c'est un coup de gueule, parce que idéalement si on implique l'homme ou le futur père, il faudrait que lui aussi puisse trouver son compte dans ce type de rendez-vous. Sinon, autant le laisser de côté. Parce que sinon, ça crée des frustrations inutiles.
encore moins au niveau des aides, donc j'ai cherché tout ce qu'il y avait de disponible. Et donc déjà on m'a parlé de la kiné périnatale, que je ne savais pas que ça existait, et donc moi je crois que c'est nécessaire, ça a beaucoup aidé, vraiment préparer pendant la grossesse et à l'accouchement, surtout des fois tu as des douleurs, des choses qui arrivent pendant la grossesse, tu sais pas ce que c'est, au moins tu as quelqu'un qui peut t'expliquer, ça peut venir de là, etc., et comment soulager si jamais. Donc j'avais kiné périnatale, je faisais aussi des massages une fois par semaine. Ça met des massages spécifiques pour grossesse dans un centre de médecine chinoise. Et du coup, super. J'ai pas eu de ballonnement, enfin, j'ai pas eu ni mains ni pieds gonflés. Et je crois que c'est vraiment les massages qui aidaient à tout ce qui était circulation, bonne circulation. Oui, et puis même élasticité de la peau, enfin tout. J'ai essayé je mettais énormément d'huile parce que je voulais pas de vergeture. Enfin, donc j'ai vraiment fait attention et j'ai essayé de prendre le maximum de soins. Hors des massages et la kiné périnatale, j'ai continué mon sport. Je suis une personne très sportive. En général, je fais pilates, yoga, et puis après, j'ai une coach personnelle. Et depuis le moment où elle a su que j'étais enceinte, elle a adapté mes sessions, donc à femme enceinte. Et jusqu'au jour même, la veille de l'accouchement, j'ai eu ma séance de sport. D'ailleurs, je croyais que j'avais un lumbago, mais c'était le début des contractions. mais voilà, donc c'est peut-être même le sport qui a fait aussi que l'accouchement arrive un peu plus tôt que prévu. Parce que je crois qu'on a vraiment travaillé toute la partie périnée. Et donc, ça peut peut-être faciliter justement un bon accouchement comme j'ai eu. D'ailleurs, les sages-femmes pendant l'accouchement me disaient... en tout cas, ça se voit que tu as bien travaillé et ça aide beaucoup. Et je crois que c'est tout. Si, non, effectivement, et j'ai aussi eu la diabète de grossesse, que au lieu de prendre ça comme quelque chose de mauvais parce que je ne pouvais pas manger du sucre, je me suis dit, tiens, c'est l'excuse parfaite pour suivre un régime. Et c'est vraiment le régime sans sucre, rapide ou lent, sucre lent, etc., qui a fait que je ne mette pas énormément de poids. D'ailleurs, j'ai pris que 8,5 kg pendant toute la grossesse. Et c'est grâce au régime de la diabète. Donc j'ai fait le test, ma gynécologue m'a conseillé d'aller voir un diabétologue, puis un nutritionniste. On a fait le régime ensemble parce que je voulais éviter de m'injecter l'insuline, si possible, pour aussi après éviter que j'ai la diabète plus tard. Et franchement, j'étais très stricte en pensant à moi et au bébé, à la santé de nous deux. Et ça n'a pas du tout été difficile. Et en plus, en voyant les résultats, je veux dire, une semaine après l'accouchement, je faisais moins que au tout début de la grossesse. Donc, j'ai même perdu du poids pendant la grossesse. J'en suis convaincue. Et j'aurais jamais pensé ça. Donc, voilà. Moi, en tant que... Enfin, moi, de toute manière, j'ai participé à peut-être pas tous les rendez-vous auxquels elle a été, mais donc, kiné périnatale, je pense que c'est là que j'ai appris les massages. Ouais. Et donc, voilà, les massages sont extrêmement bien pour les zones de tension. Et donc, ça, c'était un bon support pour Andrea. On a eu des rendez-vous avec des sages-femmes aussi. Ça, c'était en préparation à l'accouchement, donc déceler les contractions, pour effectivement savoir quand aller à l'hôpital ou pas. Et de préparation au 4e trimestre avec la sage-femme. Tout à fait. Et donc voilà, ça c'est l'accompagnement que j'ai fait. Et sinon, j'étais pas présent à tous les autres rendez-vous, mais cela c'était le minimum à faire pour pouvoir accompagner. Ok, alors, conseil pour futurs parents. Bon, déjà, je crois que chaque expérience est différente. Donc déjà, open mind à tout ce qui peut se passer, mais de mon point de vue personnel et par ce qu'on est passé, je dirais déjà, entoure-toi bien. Donc, un cadre médical, professionnel qui te convient et à qui tu fais confiance.
Et donc, si jamais les choses se compliquent ou quoi que ce soit, tu fais confiance à ce qu'ils feront du mieux pour la meilleure situation possible. Et que pour que tu puisses lâcher prise aussi dans les moments difficiles, s'il y en a. Ça d'un côté, je dirais que d'un autre côté, bon, si comme moi tu veux un peu tout contrôler, planifier tout ce que tu peux planifier sans en faire trop, mais surtout être consciente dans ce cas, parce que c'est la maman qui va tomber enceinte et avoir l'enfant, mais être consciente du coup de tes peurs ou tes craintes, ce qui te fait le plus peur, le travailler du coup, que ce soit encore une fois avec le cadre professionnel adéquat. Donc, dans mon cas, moi j'avais un psychologue, je vais en thérapie une fois par mois et j'ai travaillé quelques craintes que j'avais. Donc tu essayes de planifier un maximum pour que ces craintes t'affectent un minimum. Et du coup, voilà, en planifiant, tu planifies ce que tu peux planifier, ce que tu peux prévoir, et tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas. Ce qui pour moi est très difficile, mais je crois que c'était vraiment important de faire l'exercice, surtout pendant la grossesse, parce que pour l'après, pour l'accouchement, il y a énormément de choses que tu ne vas pas contrôler, et donc qu'il va falloir savoir lâcher prise. Et en dernier, je dirais ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier. Pour moi, c'était important, voilà, de faire mes massages, mes petits soins, prendre soin de moi, puisque je me disais aussi que c'était prendre soin d'elle déjà. Finalement, tu peux pas tu peux pas donner ton 100% si toi tu n'es pas à 100%. Donc, sache c'est quoi que tu as besoin pour être à 100%. Et fais-le pendant la grossesse et après la grossesse. Moi, c'était par exemple le sport. Je savais aussi qu'avec le sport, peut-être j'aurais un accouchement plus facile. Je crois que c'était vraiment le cas. Donc, si tu es quelqu'un de sportif, n'aie pas peur de continuer, évidemment avec les conseils des professionnels autour qui te disent ce que tu peux, ce que tu peux pas faire. Mais je veux dire, fais les choses qui te font du bien pour être au maximum le jour de l'accouchement et pour après l'accouchement. Voilà, je crois que c'est tout, non ? Okay. Alors, futur papa, moi le conseil que je te donne, c'est avant l'accouchement, c'est dans la planification que maman fait, sois présent, vois les tâches qu'il y a à faire, la liste des choses à faire par trimestre, par mois, etc. Sois présent et aux côtés proche de la maman, de la future maman. Émotionnellement et aussi ma femme te dira il faut que tu anticipes mais l'anticipation c'est surtout tu es dans une situation où vous êtes à quelques semaines de l'accouchement, il faut sortir les poubelles, n'attends pas qu'elle le fasse, fais-le pour elle, voilà, ou qu'elle te le dise de le faire, ouais, voilà. Exactement, mais donc anticipe dans ce sens-là, elle a raison. Ce qui est important après la naissance, c'est que premièrement tu prennes ton mois de congé légalement depuis cette année, il me semble, non, depuis l'année passée, il me semble que tu as droit à un mois et ce mois est nécessaire parce que vous allez mettre en place une organisation avec le ou la petite. Cette organisation, il faut la tester, tu vas la tester la première semaine ou les 2 premières semaines, si elle ne fonctionne pas, il faudra la modifier, et donc prendre une semaine par-ci, une semaine par-là, c'est pas une bonne idée. Prends l'entièreté du mois, comme ça, l'organisation est mise en place. Ensuite, voilà, tu peux reprendre le travail en étant plus ou moins tranquille. Deuxième raison pour laquelle tu as besoin de prendre le mois entièrement, c'est une raison financière. C'est que, vu que si tu es employé, le paiement de ton salaire va se faire par la mutuelle. Il y a une certaine règle qui dit que tu as besoin de consommer l'entièreté de ton congé de paternité pour que la mutuelle te paye. Donc ça veut dire que si tu prends une semaine le premier mois, deuxième mois tu prends une autre semaine et ensuite tu prends 2 semaines, le troisième mois, ça veut dire que c'est qu'à partir du troisième mois que tu pourras introduire les démarches au sein de la mutuelle pour être payé ce mois de salaire. Entre-temps, ton employeur t'aura payé les mois
les semaines que tu auras prestées, mais le mois de paternité que tu auras consommé espacé en 3 mois ne sera pas payé par l'employeur, mais par la mutuelle à partir du moment où les démarches seront terminées. Donc idéalement, consommer l'entièreté directement, faire les démarches et demander le paiement à la mutuelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Donc, pourquoi se préparer? En tout cas, dans mon cas, et encore une fois, et ma personnalité, c'était vraiment pour me rassurer. Donc, pour essayer, je crois que, comme j'ai dit à d'autres moments, mais essayer de contrôler au maximum tout ce que je peux contrôler et surtout être préparé mentalement pour les cas ou les situations où je ne pourrais pas contrôler, savoir lâcher prise et que ça n'ait pas un impact ni sur moi, ni sur le couple, ni sur notre nouvelle petite famille. Donc oui, je crois que c'est se préparer non seulement à la grossesse, tout ce qui peut se passer, à l'accouchement, mais surtout au poste et au changement de vie. Même si nous, on était très pro, on va essayer de maintenir un maximum le même style de vie, niveau de vie pré-accouchement. Qu'on veuille ou pas, un enfant, ça change. Moi, je crois que pour le bien, c'est un autre chapitre seulement dans l'histoire de nos vies. Et donc, voilà. Non? Ouais. Alors, moi, je te rejoins un peu. C'est important de se préparer. Pourquoi? Parce que avoir un plan en tête permet de pouvoir le dérouler facilement. On y a déjà réfléchi, on a déjà les solutions. Et lorsque un problème ou un risque survient, on déroule ce plan. On répond à ce problème au lieu de devoir consacrer du temps au moment où il survient, alors qu'à ce moment-là, on est censé être 100% focus sur l'enfant, sur le couple, sur la famille. Ça fait gagner du temps quelque part. Et quelque part aussi, ça permet un certain confort au sein de la petite famille. Et pour moi, c'est important de maximiser ce confort-là, de maximiser ce temps-là mis dans la gestion et dans la vie familiale, plutôt que dans la réflexion ou la recherche de solutions aux problèmes.